Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série de podcasts Ma vie de sophrologue, de la théorie à la pratique. Je suis Emmanuelle Lebris et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant et dont les posts me touchent particulièrement. Je trouve les posts qu'elle fait, oui, c'est une femme, les posts qu'elle fait particulièrement poétiques. Elle ramène ce que peuvent vivre certains ou certaines de ses clientes en cabinet de manière très poétique, très fluide aussi, et c'est d'une simplicité et d'une beauté qui, moi, me touche à chaque fois. Donc, j'ai l'extrême privilège et l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous Elena Venel. Bonjour Elena. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes, hein. Merci d'être là et merci, Emmanuel, pour cette présentation aussi exceptionnelle. Merci et merci pour ton intérêt. Ça me touche beaucoup aussi. Elena, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, dire qui tu es, quelles sont tes spécialités éventuellement si tu en as, où tu travailles, où tu interviens et ce que tu fais en sophrologie. Avec plaisir, Emmanuel. Donc, je suis Elena Wendel, sophrologue, praticienne en hypnose clinique et thérapie d'activation de conscience. Je travaille dans le Nord-Pas-de-Calais, près d'Arras. J'ai étudié la sophrologie à l'Institut de sophrologie humaniste à Lille. Et il y a maintenant presque 13 ans que j'ai terminé cette formation, j'ai commencé à travailler tout de suite au cabinet en individuel. Donc, je reçois les enfants, les adolescents, les adultes. J'anime également les séances collectives, tout près de chez moi, dans la petite commune d'Avesnes-le-Comte déjà, et puis à Arras, dans les entreprises et dans les écoles. J'ai la joie aussi d'accompagner les sophrologues et praticiens en hypnose, les collègues en distanciel, en séminaire que je propose régulièrement. Où on travaille un petit groupe, une problématique, un thème qui est en lien bien sûr avec notre métier. J'anime aussi les séances de groupe en distanciel et là c'est juste formidable parce qu'on se voit 2 fois par semaine et ça permet de braver les frontières, de supprimer les limites. Comme on dit, la conscience est illimitée, mais la sophrologie, voilà, est illimitée. C'est une expérience juste formidable. Merci Elena pour cette présentation. Peut-être qu'on y reviendra justement sur cette question de la sophrologie illimitée qui, je trouve, s'est relativement démocratisée depuis la période du Covid où on a pu un peu sortir des sentiers battus et du tout cabinet ou du tout présentiel. Mais peut-être qu'on y reviendra. Mhm. Voilà, donc je suis spécialisée dans la prise en charge des troubles de sommeil, de la douleur et les troubles anxieux. Et puis dans l'accompagnement des enfants aussi. Je connais bien ces petits magiciens qui ont déjà quelques clés, voilà, pour se mieux être que nous adultes et cherchons, quand on cherche à améliorer notre vie, hein, mais les enfants, ils possèdent déjà tous ces moyens. Est-ce que tu pourrais nous parler des défis qui ont été les tiens, justement, lorsque ta certification en poche, il a fallu que tu t'installes? Eh bien, par rapport aux défis, mais je pense que c'est toujours le même qui m'accompagne tous les jours. Voilà, j'en ai bien pris conscience. C'est le, c'est de savoir installer et garder la distance. C'est d'en faire aussi une complice dans le travail, la distance dans la science. Parce que surtout au début, quand on est dans cette envie, parfois même, je dirais, le besoin de bien faire, on est débordé par cette empathie, on est débordé par ces émotions, par l'envie de bien accompagner l'autre. Et on se perd un petit peu dans cet élan. Et là, notre accompagnement, il en souffre aussi. Il est entravé, c'est-à-dire plus on va essayer, plus on va faire d'efforts pour écouter l'autre et moins on va entendre. Plus on va faire d'efforts de regarder et moins on va voir parce que cet effort va créer certainement à l'intérieur aussi un blocage. Il y a quelque chose qui va se fermer, se limiter et ça va jouer sur le choix des mots, sur nos termes logos, sur notre posture, sur notre gestuelle, la tonalité de la voix, etc., etc. Donc, cette distance dans la séance, la distance qui permet de bien voir, d'avoir un regard large pour voir, sentir, entendre,
pour mieux proposer aussi l'accompagnement le plus juste, c'est primordial, je trouve, dans notre travail. Et cela se fait dans chaque séance parce que cette distance, elle peut varier en fonction de notre état physique, psychique, émotionnel. Parce que avant d'être sophrologue et praticien, des professionnels, on est des êtres humains et tant mieux comme ça. Donc, prendre conscience aussi de nos propres limites, à quel état on vient au travail. Et en fonction de ça aussi, réajuster le cadre, réajuster ces distances qui permettent du recul et un champ de vision et un champ de possible beaucoup plus vaste. Voilà, donc ça, c'était le défi dès le début, car quand on est au début de cette histoire, de ce parcours, je pense qu'on est vite rattrapé par l'émotion, par l'écho parfois qui résonne en écoutant l'expérience de l'autre et ça résonne en nous aussi. Donc on est touché et quand on est touché, cette réalité objective, elle peine un peu et ça y est, on bascule dans l'émotion, on bascule dans quelque chose qui est moins objectif, qui est moins juste comme la proposition. Et du coup, qu'est-ce que tu utilises, toi, justement, pour être plus à l'écoute, pour sortir de tes émotions, pour permettre à cette distance de rester la plus juste possible pour toi et pour l'autre? Bah, j'essaie de faire déjà ce que je propose à la personne que j'accompagne, sinon c'est pas crédible, n'est-ce pas? Donc la respiration. J'ai le droit d'inspirer, j'ai le droit de souffler. Les deux sont importants. Mm. C'est de s'autoriser à donner à l'autre, mais aussi de recevoir, à recevoir. Et ça aussi, ça se joue sur notre rythme respiratoire. Donc déjà dans la journée, tous les jours, sentir comment je respire, le contact avec les appuis, quelle que soit la position, quel que soit le moment de la journée, accepter aussi tous ces mouvances extérieures de la vie qui jouent sur le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, la manière de bouger, de parler, etc. Et après, tous les jours, essayer de cultiver le regard neuf. C'est-à-dire, je me dis, c'est la première fois que je vais sortir, c'est la première fois que je vais regarder le ciel, c'est la première fois que je vais peut-être goûter le chocolat, c'est la première fois. Parce que en cultivant ce regard neuf, on redécouvre, même en parlant de la sophrologie, toujours quelque chose, découvre quelque chose de nouveau. Et d'une personne à l'autre, ce regard qu'on porte sur le patient, le client, il s'élargit aussi. Donc, on s'enferme pas. Au contraire, on élargit, on stimule la créativité et on est beaucoup plus attentif à ce qui vient de la personne qu'on accompagne, aussi ses mots, ses silences, ses gestes, ses émotions. Et c'est avec cela qu'on fait ensemble la séance même, le travail même. C'est ça la matière aussi, le travail. Avant d'aller chercher la personne, surtout bien sûr pour la première fois, mais même pour les personnes qui viennent plusieurs fois, je me dis, si je n'en sais rien, je lâche prise. Et Mhm. ça, c'est un défi, au début surtout, au défi pour tous ces collègues qui démarrent avec leur protocole, avec les notes, etc. Mais si je baisse les yeux sur mon protocole, ben, je verrai pas qu'à ce moment-là, la mâchoire s'est serrée, la main s'est contractée, le souffle peut être remonté. Et tous ces paramètres, c'est très subtil, mais c'est très important pour s'appuyer dessus et mieux accompagner dans la séance. Donc, je me dis, c'est la première fois que je vais rencontrer la personne. Je n'en sais rien. On verra ensemble. Voilà. Et s'il me dit, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais dans ma tête, moi non plus, je ne sais pas. Bien sûr que je ne le dis pas, parce que sinon, bah, il va se sauver peut-être. Mais voilà, la position basse, l'humilité, on découvre, c'est la première fois, on verra ensemble. Et ça permet de revenir dans la réalité, dans l'instant, et de travailler comme si on apprenait là tous les deux. C'est très important, les deux choses que tu évoques, parce que tu accompagnes aussi des sophrologues qui sont en activité. Ce dont on se rend compte, en tout cas ce dont moi je me rends compte, une fois que les sophrologues sont certifiés, ils ont pratiqué pendant un certain nombre de semaines, de mois, ils ont pratiqué, pratiqué, et puis une fois qu'ils sont certifiés, déplacent leur attention sur la mise en place de l'activité pour que cette activité, elle devienne un accompagnement qui fonctionne. Et ce dont moi, je me suis rendu compte avec Emmanuel, c'est que les sophrologues qui sortent de formation
oublie de pratiquer, oublie les principes même de la sophrologie, tellement ils sont concentrés sur la mise en place de l'activité. Et donc, pratiquer pour soi, c'est un des premiers conseils que nous, on donne avec Emmanuel. Pratiquer, pratiquer quotidiennement. Soyez dans les principes de la sophrologie pour vous. Et effectivement, alors on comprend bien que d'avoir un protocole sous les yeux, d'avoir un déroulé sous les yeux, ça rassure, mais effectivement, sortir aussi des attentes que nous, on peut avoir sur l'évolution de la personne. La C'est personne, elle tout à va fait ça. évoluer à partir de ce qu'elle peut, de ce qu'elle est, de ses capacités, de ce qu'elle peut lâcher, de ce qu'elle peut laisser aller au moment où elle est avec nous en séance. Pour elle, et bien souvent, on voit les possibilités de la personne parce que nous, on est dans une posture de neutralité par rapport à elle. On voit ses possibilités, ses capacités, mais elles sont parfois tellement entravées qu'on veut aller vite. On voudrait qu'elle aille tout de suite au chemin que nous, Ouais, on voudrait pour elle et on n'attend pas. Donc, un des principes que je partage vraiment avec toi, c'est pas d'attente. Je ne sais pas si je suis la bonne personne, le bon absolument, accompagnant ou la bonne absolument. accompagnante pour elle. Faisons ce bout de chemin ensemble et voyons ensemble. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être même le mot-clé qui, qui, qui est le mot oui, fondamental dans la sophrologie, le lâcher prise. Mm, Le mm. lâcher prise, parce que si je lâche pas prise, comment l'autre il peut le faire? Ouais. Comment je peux lui demander de le faire? Et comme ce que tu dis, on apprend tout le temps. On débute, on a des certificats, des diplômes. Je suis convaincue que c'est pas les diplômes, les certificats qui font de nous un professionnel. Mm, mm. Oui. Sinon, ce serait trop facile, n'est-ce pas? C'est un peu, si cette métaphore te convient, un peu comme la langue étrangère qu'on va apprendre, peut-être avec de bons professeurs, avec de bons manuels, les enregistrements, mais c'est quand on va parler cette langue, c'est quand on va communiquer en employant les mots avec la personne pour qui peut-être cette langue est la langue maternelle, c'est là qu'on va apprendre. Et il y a toujours quelque chose à apprendre dans la langue. Chercher le sens, modifier, trouver notre structure. Eh bien, pour la sophrologie, pour le reste, c'est la même chose. Mm, mm. C'est pour cela, avoir aussi ce lâcher-prise par rapport à tout ce qu'on va essayer de maîtriser. Et si, avec les années, parce que c'est les années de pratique aussi, on se dit, c'est la première fois que je vais apprendre. Et on peaufine, et on peaufine, et on aère, et après on désapprend, et on passe au tamis un petit peu, même toutes ces connaissances, tout ce qu'on a reçu dans la formation, et puis dans les années de pratique pour garder que l'essentiel. Oui, et parfois même une technique qui va bien convenir dans un certain type de problématique va pas du tout aller à une personne qui a cette problématique-là. Et donc, c'est important de Absolument, s'adapter à elle, de lui proposer des choses absolument, tout qui à lui fait. conviennent. J'aime bien les mots de Christian Bobin, ce magicien qui disait, je ne crois pas à ce qu'on me dit, je crois à la façon dont on me le dit. Et c'est ça ce qui vient avec l'expérience, je crois, dans la sophrologie aussi, parce qu'on connaît les exercices, on connaît les techniques, quelle que soit l'école. Et Mm, l'école ne manque pas en France. On a le même arsenal, je veux dire, on a la même palette d'exercices, mais comment je vais le faire? mm, Ça vient après avec l'expérience, d'où l'importance de pratiquer soi-même. Mais quand je dis pratique, pratique, c'est pas de s'enfermer une fois par jour et de faire la séance entière. Peut-être pour quelqu'un, c'est ça. Mais pour une autre personne, c'est peut-être ne serait-ce que quelques secondes par jour, observer sa respiration. Peut-être relâcher les épaules, connaître ses espaces sensibles et puis les soulager, expirer, s'étirer, peut-être écouter les yeux fermés, les bruits de la nature, peut-être mm. sentir les odeurs. C'est de cultiver cette présence à soi-même et puis au monde. La pratique, c'est ça. Pour que jour après jour, semaine après semaine, peut-être des années, la sophrologie devienne plus qu'un outil. Parce que pour moi, c'est plus qu'un outil. C'est un art de vivre. On voit les choses autrement, on voit les proches, les connaissances, le monde autrement. Et puis, et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on découvre toujours quelque chose de nouveau, c'est jamais fini. Donc, ça stimule inévitablement notre créativité. Et la créativité veut dire adaptabilité, la résilience. Voilà, c'est tout ce qu'on apprécie dans la sophrologie.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un art de vivre, la sophrologie. Alors, on a déjà évoqué quelques éléments qui sont importants. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner aux sophrologues qui démarrent, au-delà de ce que tu viens déjà de dire, et peut-être même des conseils que toi, tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as démarré, en plus de pratiquer pour soi, continuer justement à travailler cette fameuse distance entre soi et l'autre. Eh bien, pour les personnes qui débutent, moi, je l'ai fait il y a presque 13 ans maintenant. Je prenais le téléphone et j'appelais les médecins. Je me présentais et je me disais, est-ce que c'est possible que je vienne vous voir pour dire ce que je peux faire éventuellement de votre patientèle et là des personnes. C'est-à-dire que ce n'était pas les papiers, ce n'était pas des mails, c'était au contact direct, la voix, la présence, parce que c'est ça ce qui manque aussi dans notre monde, c'est voilà, le vrai contact. Et c'est comme ça que je démarrais. Ça, c'est un des conseils, c'est vraiment pratique et ça a plutôt bien marché. Mm, Après, pour tous les jours, pour la pratique, pour le travail au cabinet, pas s'oublier, ne pas se perdre dans cette envie de bien accompagner, de bien apporter. Sinon, on va faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est comme ça qu'on perd l'équilibre, hein. L'équilibre physique, l'équilibre émotionnel, psychique. Et on envoie notre attention toujours à l'extérieur et l'énergie part là où part notre attention. L'attention, c'est une ressource qui est limitée. On vit dans le monde qui épuise notre attention. Donc, l'énergie, c'est la même chose. C'est de revenir vers soi et revenir, c'est les appuis, c'est la respiration. Je répète, trouver, connaître ces zones sensibles. Pour quelqu'un, c'est plus peut-être au niveau des organes, peut-être plus le sature du corps, peut-être une partie du dos, etc., la mâchoire, la gorge, et revenir comme si c'était une partie de la maison où on passe beaucoup plus de temps que dans d'autres pièces. Puis balayer, nettoyer, aérer, s'étirer, faire aussi ce qu'on aime faire. C'est ça aussi qui a un rapport direct avec le lâcher-prise, ce qui apporte le plaisir, ce qui est ressource. Parce que même au niveau physiologique, ça viendra stimuler les bonnes hormones, une chimie intelligente intérieure qui va ensuite se transformer en énergie pour qu'on pourra donner, qu'on pourra distribuer. Donc, c'est quoi ce qui est important dans cette philosophie de la sophrologie? C'est l'équilibre. J'inspire et j'expire le jour et la nuit. Les deux sont liés. Je parle du sommeil, bien sûr. Voilà. Je peux donner, mais je peux aussi recevoir. On vit dans le monde qui divise, mais la sophrologie, heureusement, l'hypnose que je pratique, les thérapies d'activation de conscience, ça permet de réunir, de réparer l'esprit et le corps, les pensées, les sensations, les émotions, se réconcilier aussi avec cette réalité. Parce que plus on va essayer de la fuir, et plus on va créer des blocages à l'intérieur et ça va devenir un combat. Voilà. Mais pour revenir sur ta question, c'est de cultiver cette présence tous les jours. C'est-à-dire, c'est la première fois que je sens, que j'éprouve, que j'entends, que je touche. Faire des petites découvertes tous les jours. Tiens, aujourd'hui, c'est le ciel peut-être est un peu moins gris que peut-être c'est un autre gris, peut-être c'est un autre bleu, peut-être le goût, les arômes, le toucher. Voilà, nos cinq sens, c'est vraiment des fenêtres sur le monde extérieur, hein. C'est de travailler ça, faire des découvertes même sur ses propres ressources. Parce que les personnes qui viennent nous voir, et bien sûr qu'ils viennent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ensemble, on va chercher les ressources. C'est très gratifiant parce que il se révèle que la personne avec ses propres ressources, ses propres capacités, elle est capable au cabinet et peut-être au-delà du cabinet. Et c'est encore mieux, peut-être après la séance, peut-être plusieurs jours après, de changer, de modifier, de créer quelque chose qui est juste pour elle. Et c'est important, je crois, de dire et de redire que une des premières motivations que les sophrologues ont une fois qu'ils sont certifiés, c'est accompagner les autres, leur donner des outils, leur donner des moyens pour être autonomes dans leur gestion de leurs ressources, de leur bien-être. Mais que ces personnes-là, quand elles viennent nous voir, elles ont effectivement des problématiques à réguler, des transformations à opérer pour elles et que dans ce lien-là, la bonne volonté de vouloir accompagner l'autre,
c'est important aussi de s'accompagner soi, c'est-à-dire que on va prendre, si on reçoit plusieurs personnes dans la même journée qui vont pas bien, qui ont des difficultés, des problématiques, si on fait pas attention à, comme tu disais, à nettoyer, balayer, aérer, dépoussiérer, revenir à C'est soi et à ça, ses propres ressources, on peut vite être embarqué, noyé par le mal-être des autres. tout à fait. Ce que Mm, je voulais aussi ajouter, c'est un des conseils aussi pour les collègues qui débutent, ne pas oublier qu'un de nos outils dans la science, c'est le terpnos logos. Il y a des techniques, mais aussi il y a des mots mm, qu'on mm. pose. Et d'une personne à l'autre, ce ne sera pas les mêmes mots. Ça peut être la même technique. Les mots qui vont habiller cette technique, ce seront les mots de préférence, un idéal, je dirais même, du patient. Oui. C'est surtout ça. Et parfois, on a cette illusion qu'en utilisant le même mot, on part de la même chose. Et si moi, je pars de lâcher prise, pour la personne en face, c'est carrément autre chose. Donc, c'est revenir sur ça aussi lors de l'anamnèse. Mm, Et mm. peut-être par soi-même, hein, ça vient un peu de ma première activité professionnelle. J'ai enseigné la langue étrangère à l'université. Donc, chercher à l'origine du mot, Mm, aller mm. à l'essence, à la source. Parce que malheureusement, beaucoup de mots qu'on utilise sont malmenés, galvaudés. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous voyez. Mm, Et mm. donc, on va aller chercher ce que ça signifie vraiment. Et même là, on œuvre à la reconnexion de quelque chose qui va agir sur la prise de conscience, sur l'imaginaire, etc., etc. Oui, oui. Les mots, c'est important. Et même, je crois que c'est important alors c'est important pour nous et pour la personne qu'on accompagne, pour être justement sur la même longueur d'onde, mais c'est aussi important de questionner nos clients ou nos patients sur ce que ça signifie pour eux. Parce que comme tu le dis, souvent on utilise les mots et on n'y prête pas attention, mais qu'est-ce que ça veut dire, trouble du sommeil? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression d'être éveillée toute la nuit? Est-ce que c'est parce que je me réveille en pleine nuit et ça dure pendant 2 heures? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à m'endormir? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que quelqu'un qui vient nous voir en cabinet qui nous dit j'ai des troubles du sommeil, nous on en a une représentation, la personne en a sa représentation, mais c'est important aussi d'aller identifier, clarifier ça pour chacun des deux. Et pour le client, Et il y c'est a ça, très important. bien sûr, verbalisé, parce qu'au moment où il y a le choix des mots, elle entend sa propre voix, elle redécouvre même sonorité des mots qu'elle pose sur la problématique. Il y a déjà un changement qui commence à opérer. Mais j'ajouterais aussi faire la même chose lors de l'anamnèse. D'accord, il y a cette problématique, donc un trouble de sommeil, vous vous réveillez, vous ne rendormez pas. Vous voulez que ce soit comment? Donc, on engage tout de suite, avant de proposer l'exercice, la technique, on engage la personne dans le changement, à la création du projet. Voilà. Et c'est elle qui va le faire. C'est elle qui va marcher. Nous, on accompagne. Accompagner, c'est être à côté. Oh, c'est elle qui va faire le pas. Et donc, vous voulez que ce soit comment? Vous dormez bien. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Parlez-moi, voilà, de cette vie où vous dormez bien. Elle est comment cette vie? Vous vous sentez comment? Vous faites quoi? Comment vous vous sentez? Comment vous parlez? Vous bougez comment quand vous dormez bien? Ah, et là, ça y est, on stimule déjà les neurones. On parle ici de ce travail de 86 milliards de neurones qui constituent notre cerveau. Et là, la personne, elle se projette déjà. Et le corps va suivre cette projection. Et c'est là qu'on peut déjà mettre en place les exercices. Donc, ne pas oublier l'importance des mots qu'on utilise. Merci Elena. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ta pratique? Il y a beaucoup, bien sûr, d'histoires, d'anecdotes. Je les note. Je les note. Tu sais que même en septembre dernier, il y a mon livre, un recueil de textes qui est sorti justement grâce à tous les encouragements que j'ai reçus de la part de personnes qui me suivent. Maintenant, ce livre, voilà, il voyage, il est un peu partout, même en dehors de la France. Et il y a une histoire qui me vient maintenant. J'avais accompagné à domicile une dame âgée, 86 ans, peut-être passée. C'est le début d'Alzheimer. Je suis chez elle et on travaillait avec elle souvent à l'extérieur. À l'extérieur pour privilégier le contact des odeurs, des bruits, des couleurs et toutes ces mouvances de la vie pour simuler les sens. Je regarde et le ciel est bleu, c'est dimanche. Et là, bah, je vais avec elle.
Et c'est quoi dimanche? Pourquoi dimanche? Qu'est-ce qu'il y a de beau dimanche? Et tout de suite, elle m'embarque dans cette journée du dimanche quand la famille se réunissait. Après la messe, tout le monde était à table, les enfants, les grands, les petits. C'était le moment de la joie, de partage, de l'amour qui circulait, du rire, etc. Et forcément, il a fait beau ce jour-là. Et ça me fait penser à la chanson de Jean-Loup Dabadi, magistralement interprétée par Jean Gabin, entre autres. Je sais, ça s'appelle, c'est ce texte, cette chanson, là où il dit, et ça je ne sais pas, et ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, que le jour, quand quelqu'un vous aime, il fait très beau. Il fait très, très beau. Et là, il a une ressource, il y a un souvenir. Je lui ai posé aucune question. Parlez-moi d'un souvenir, d'un moment, de ce que vous aimez faire. Voilà, le ciel est beau et c'est dimanche. On y va, on y va. On travaille avec la réalité. C'est ça l'instant présent. Mais si à ce moment-là, j'avais essayé de lui parler peut-être d'autre chose, mais c'est tout, ça aurait été perdu. Mm, mm. Et là, ça y est, elle retrouve cette mémoire et ça se voit sur son visage, ça se sent dans sa respiration, dans sa manière de bouger, de s'exprimer, de respirer. Et c'est ça aussi la richesse de la sophrologie, de cette présence qu'on peut accorder à l'autre, cette présence intense, intense. D'où l'importance de dire je n'en sais rien, je n'en sais rien. Voilà, Merci pour cette belle anecdote avec plaisir. qui pour moi aussi est l'illustration de ce que tu es et de ce que tu transmets dans tes textes et dans les images, parce que même les images que tu utilises, elles sont toujours très, très justes et très, très jolies. Ça parle de qui tu es aussi et je trouve ça très, très chouette. Est-ce que, avant de nous quitter, tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Eh bien, je pourrais proposer peut-être à toutes les personnes qui débutent et même aux sophrologues praticiennes, praticiens, professionnels, expérimentés, ne serait-ce qu'une fois par jour, de photographier quelque chose qui est beau, quelque chose qui est beau, ou peut-être quelque chose qui est calme, ressourçant, agréable à voir, quelque chose qui est ressource et inspire. Mais avant de le faire, avant de faire la photo, peut-être tout d'abord vérifier sa position, peut-être retrouver les appuis, retrouver la respiration plus calme, prendre compte, peut-être même s'étirer pour ouvrir davantage le regard pour voir l'ensemble, ce qui se présente, et seulement après prendre une photo. Voilà. Peut-être une fois par jour, une fois par semaine, peut-être après à faire une collection, une série d'images comme ça qui ressourcent. Et de temps en temps, y revenir et regarder. Et une fois, et en retrouver cette image, les yeux fermés, peut-être faire une petite visualisation pour remémorer, retrouver tous les détails, les odeurs et les bruits, la position du corps, et puis peut-être davantage encore. Voilà, une petite expérience comme ça. Merci beaucoup, Elena. Je trouve que c'est une très, très belle idée. Je suis ravie. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous, qui, je suis sûre, sera un moment inspirant pour certaines personnes qui vont nous écouter. L'objectif, c'est pas forcément de toucher tout le monde, c'est aussi de répondre à celles et ceux pour qui ça parle. Donc, je te remercie beaucoup. Je te Merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour ce que souhaite... tu fais, pour ce que tu es. Et puis, œuvrons ensemble pour que la sophrologie gagne encore plus de terrain pour accompagner toutes ces personnes qui font cette mission noble d'aider les autres sans s'oublier. Merci encore. Merci à toutes, à tous. Merci, Elena.